Bonjour tout le monde. Chers collègues, chers amis, c'est un honneur pour moi et pour le laboratoire Médias, Communication et Transition de vous accueillir dans sa première conférence scientifique internationale. C'est un honneur et un plaisir parce que le laboratoire est passé par un parcours qui est un peu chaotique. Et là, je tiens à remercier l'Université de la Manouba. C'est Amr Sherif, professeur Amr Sherif, président de l'université. Et professeur Jouhaïna Gharib, qui n'est pas encore avec nous aujourd'hui. Mes collègues, les collègues qui ont tenu bon à ce qu'il y ait un laboratoire à l'IPSI. La fédération syndicale qui nous a également soutenus et un grand nombre d'autres acteurs qui trouvent ici l'expression de ma gratitude. Je voulais faire ce préambule avant de commencer directement à parler de cette conférence. Professeur Amr Sherif, président de l'Université de la Manouba, professeur Sadok Hamami, directeur de l'IPSI, professeur Lise Vieira, présidente de l'association ETIC, professeur Zohra Gharbi, coordinatrice et présidente du projet Communication des organisations qui est là et qui a tenu à organiser cette conférence. Cette conférence se tient dans le cadre de ce projet. Dr Yousra Sghir, qui est également coordinatrice scientifique de cette conférence. Chers collègues, chers amis, c'est un plaisir de se retrouver autour de cet événement qui a nécessité un grand nombre de rencontres avec Lise. Il y a eu des moments de panique, des moments d'incertitude, mais finalement on est là, et ça c'est très très important. Les synergies qui se sont dégagées autour de la préparation de cette conférence sont, je dirais, très instructives et c'est un processus d'apprentissage. Apprentissage de l'organisation des choses à distance, apprentissage aussi à connaître les différents participants. Merci à ceux et à celles qui ont pu faire le déplacement à Tunis. Ils sont là devant nous. Soyez les bienvenus. Merci également à ceux qui nous suivent à distance pour leur engagement et leur, je dirais, leur engagement qui a pu finalement nous permettre de concocter un programme qui est intéressant. Je tiens également à remercier le comité d'organisation. Le comité d'organisation à Tunis et à Bordeaux. Je tiens particulièrement à remercier Julien Vieira. On a eu quand même pas mal d'échanges et on a dû faire du bricolage. Merci également à mon comité d'organisation. Quand vous avez deux Soumaïa dans un comité d'organisation, le succès est assuré. Soumaïa Barjab et Soumaïa Waderni. Vraiment, ce sont deux piliers qui nous ont soutenus tout le long de ce parcours. Pourquoi je les cite? Parce qu'elles sont également intervenantes. Monsieur le Président, comment est-ce qu'on va les récompenser pour ces efforts soutenus pendant ces longs mois de préparation et surtout le stress des derniers jours? Bien évidemment, accueillir ETIC, c'était une idée de Rajed Awes et Yousra Sghir. Je les remercie pour cette initiative et nous sommes particulièrement heureux que cette première conférence, je ne vais pas parler de l'argumentaire scientifique parce que Yousra va le faire, donc je vous donne un peu une idée sur des détails concernant l'organisation. Donc ça a été un débat d'idées, d'abord pour arriver à cette idée d'orchestration des intelligences. Et ce qui est intéressant, c'est que cette thématique
a pu attirer l'attention de chercheurs de différentes spécialités. Nous avons avec nous des mathématiciens, des ergonomistes, des juristes, des spécialistes sciences de l'éducation, en plus, bien évidemment, de notre spécialité, les sciences de l'information et de la communication. Donc, c'est une opportunité pour nous, donc, de traiter d'une thématique qui est d'actualité, mais également de tisser des rapports de partenariat et de coordination avec avec des collègues, avec des réseaux. C'est vrai qu'on a eu beaucoup de peine à avoir certaines personnes ici en présentiel, mais ils sont là avec nous à distance et je suis certaine que nos échanges seront fructueux. Je remercie également les étudiants qui sont dans le comité d'organisation, qui sont là en train de filmer, mais également ils sont à l'accueil et j'espère qu'ils pourraient bénéficier de ces échanges, que ça peut leur être utile. Donc sans trop tarder, je cède la parole à professeur Sedak Hamemi pour vous dire bonjour. Merci, chers collègues, Dr Hamid Albour. Bon, j'ai prévu une intervention de 10 minutes, mais je vais la résumer quand même, parce que j'interviens 2 fois. Pas 3, 2 uniquement. J'espère qu'il n'y aura pas une 3e intervention. Jamais 203. Monsieur le Président de l'Université, chers collègues, chercheurs, enseignants et étudiants, c'est avec un très grand plaisir, une grande fierté que je vous accueille aujourd'hui, au nom de l'Institut de presse et des sciences de l'information, pour cette 20e conférence internationale de l'éthique. Cet accueil traduit bien sûr l'engagement de l'IPSI pour la recherche sur le numérique et en général sur le journalisme et la communication. Je voudrais aussi saluer particulièrement Monsieur le Président de l'Université qui n'a de cesse d'appuyer l'IPSI. Hier, il était avec nous pour assister à une manifestation qui a été organisée dans le cadre du Master Cross Media. Ainsi, je dois saluer aussi les fondations Anthony Menguene et le programme PAM2 pour leur appui. Et puis, il faut aussi remercier tous les membres du comité scientifique, tous les collègues de l'IPSI, ainsi que les étudiants du comité d'organisation qui ont contribué à l'organisation et à la réussite, j'en suis sûr, de ce colloque. Quelques mots sur l'IPSI. L'IPSI est une institution qui est née en 67, donc c'est une institution qui est très ancienne, enracinée dans le paysage universitaire tunisien. Elle est une des premières institutions qui forme au journalisme dans le monde arabe. Elle est une institution unique en son genre en Tunisie, par la diversité de ses vocations et par la variété de ses programmes. L'IPSI effectivement forme au journalisme, à la communication et au digital. Elle propose également un programme de recherche au niveau du master et au niveau du doctorat. Nous formons des dizaines et des dizaines, nous avons formé des dizaines, voire peut-être des centaines de chercheurs tunisiens et arabes au niveau du doctorat en sciences de la formation et de la communication, qui sont aujourd'hui des enseignants et même des responsables dans plusieurs pays arabes. La création du laboratoire Médias, Communication et Transition, dirigé par ma collègue Hamid Albour, Dr Hamid Albour, incarne cette dynamique qui fait de l'IPSI un lieu, un espace où les enjeux des médias, les enjeux du numérique sont explorés de façon scientifique. Le thème de cette édition résonne sur l'intelligence, sur l'orchestration des intelligences, résonne avec l'actualité de l'intelligence artificielle. Hier, la chaîne Arte a diffusé un très beau documentaire sur l'intelligence artificielle. Donc l'IA n'est plus une création, une abstraction futuriste, elle est insérée dans la vie quotidienne, dans notre vie quotidienne, dans les différents rouages de notre société, de nos sociétés.
Et pour nous, chercheurs en sciences de l'information et de la communication et en sciences sociales en général, l'IA représente un défi que je vais peut-être traiter, examiner lors de mon intervention. Parce que en tant que chercheurs en sciences sociales, nous interrogeons également l'IA en tant que mode de connaissance, de médiation et de social. Ça, c'est quelque chose qui est important, sur laquelle je dois insister, mais je ne vais pas le faire maintenant, je vais le reporter à mon intervention. Je voudrais insister simplement sur l'apport des SIC et des sciences sociales qui doivent, les chercheurs en SIC et en sciences sociales, se démarquer de l'approche solutionniste, technologique, qui insiste uniquement et exclusivement sur les aspects technologiques et managériaux. Je voudrais aussi dire que l'IPSI entame plutôt une nouvelle réforme pédagogique ambitieuse. Nous sommes en effet engagés dans un processus d'habilitation et de nouveaux masters. Le premier en communication politique et institutionnelle, qui est animé par ma collègue Dr Yousra Srir, et le second, qui va constituer une belle perspective pour l'IPSI, un master en journalisme international qui va ouvrir des possibilités d'employabilité pour nos étudiants. Tout en actualisant les 3 autres masters qui constituent donc l'offre pédagogique de l'IPSI, 5 masters, le journalisme cross-média, le journalisme radio-télé et le master de recherche. Cette réforme donc, de pédagogique, en plus de la réhabilitation des 2 licences en journalisme et communication, comprendra également la création, nous sommes sur ce projet-là qui est très ambitieux pour l'IPSI, important, d'une licence en digital, en création de contenu numérique. En définitive, je vais m'arrêter là, prendre cette réflexion après. Notre société tunisienne est marquée et impactée par l'IA, notamment dans le contexte de ce que j'appelle la désinformation systémique, concept que je vais expliquer plus tard. Et le triomphe du journalisme low cost, que je vais expliquer après. La formation des futurs journalistes, communicants et chercheurs doit impérativement orienter la pratique de l'IA, l'intégration de l'IA dans l'offre pédagogique de l'IPSI, vers des usages éthiques et réflexifs, et raisonnés, qui rompent avec une adoption aveugle ou technocentrée. Je souhaite donc à toutes et à tous des échanges fructueux, des débats passionnés et des collaborations durables, je l'espère. Voilà. Merci. J'espère que je ne vais pas... Non, merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur Hamemi. Maintenant, je cède la parole à Lise. Je vous prie de nous excuser. Fondation Anthony Maguenet, excusez-nous de vous couper. Nous avons été, ça s'est tout interrompu parce qu'il y avait marqué la réunion Zoom gratuite est terminée. Et il a fallu qu'on se relance. Et on n'a plus, ça vient d'apparaître l'image de la salle, mais le son est très haché. On entend un mot même sur 5. On vous écoute, très bien. On vous écoute très bien. Oui, là. mais quand ça vient de la salle... Vous nous écoutez là? Oui. Là, on entend bien. Voilà. D'accord. Merci. Comme ça, c'est... Voilà, tu me dis quand je... Je peux commencer, oui, je vous remercie. Bonjour à tout le monde. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, chers collègues du laboratoire AMCT et de l'IPSI, chers participants, Mesdames et Messieurs, nous sommes très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette cérémonie d'ouverture de la 20e conférence internationale ETIC, réseau international et interdisciplinaire, on y tient beaucoup, pour les enjeux, les usages des technologies de l'information et de la communication. Merci pour votre accueil. Merci à vous tous. Merci Monsieur le Président, merci Monsieur le Directeur.
C'est une circonstance particulièrement heureuse, une circonstance particulièrement heureuse qui fait que nous célébrons cette 20e édition en Tunisie, dans cette université de la Manouba, avec laquelle nous sommes en lien depuis de nombreuses années dans nos activités scientifiques. Merci à Hamida Elbour, responsable du laboratoire MCT, et à son équipe. Et je salue ici mesdames Yousra Seguir et Zora Garbi et toutes les personnes, toute l'équipe qui a permis la mise en œuvre de cette conférence à Tunis. Et je tiens aussi à remercier madame Raja Dawas, membre de ETIC depuis de nombreuses années, pour sa participation et son soutien constant aux activités du réseau. Je voudrais remercier aussi très sincèrement Daniel et Marc Manguenet, qui ont quelques soucis de connexion avec nous, mais je pense qu'ils nous entendent, qui sont donc présents toutefois en visio, mais c'est très important pour nous. Ils représentent la Fondation Anthony Manguenet, qui nous soutient régulièrement. Merci aussi à tous les collègues qui contribuent et font fonctionner le réseau ETIC à Bordeaux, Julien Vieira, Annick Schott-Noblakam ici présent, et dans toutes les institutions qui font partie du réseau des partenaires de ETIC dans plusieurs régions du globe. Au nom de tous les membres de notre réseau, merci à tous. On a la deuxième, c'est parfait. Nous en sommes donc aujourd'hui, il y a une liste qui ne serait pas très facile à déchiffrer, mais qui a pour but en fait de montrer la succession en fait de ces 20 conférences dans la diversité de leurs approches, en fonction évidemment des lieux, des cultures où nous nous trouvons chaque fois que nous nous déplaçons, et aussi d'un point de vue thématique, de voir comment, alors qu'on tourne autour, si je peux m'exprimer ainsi, autour de la question des enjeux et des usages du numérique, il y a des approches complémentaires, différentes, et c'est ça qui nous intéresse, c'est cette différence, c'est le fait de pouvoir échanger, partager, croiser, comparer, c'est ça qui nous paraît extrêmement important. Nous en sommes donc à cette 20e occurrence. C'est un long parcours réalisé, on n'aurait jamais pu faire ces 20 présentations, ces 20 conférences, sans la coopération de nos partenaires. Et c'est au départ, en grande partie, grâce à la confiance que nous ont témoignée nos collègues René Pattesson, qui fera une conférence tout à l'heure, du Créatique de l'Université de Bruxelles, et Michel Mémaris de l'Université d'Athènes, que ce réseau est né en partant de Bordeaux et qui s'est doucement augmenté d'année en année. Et voici que nous sommes ici de nouveau pour on va dire, célébrer ce 20e anniversaire de ETIC qui est très important pour nous. Le réseau prend de l'ampleur, il se renforce et nous en sommes extrêmement contents. Donc, très rapidement, les 4 thématiques que je vais aborder: l'esprit d'ouverture du réseau, les thèmes, le projet et un petit mot sur l'association ETIC. En diapo 4, le réseau ETIC s'intéresse centralement aux changements et évolutions générés par les TIC, aussi bien dans leur conception, dans leur diffusion que dans les usages. À ces fins, nous misons fortement sur la dimension humaine qui s'y est construite, ainsi que sur l'esprit d'ouverture. C'est extrêmement fondamental de voir à quel point, alors qu'on a des spécialités différentes, des matières différentes, des origines, des cultures, des pays, des contextes différents, on arrive à croiser nos idées et à faire avancer, modestement certes, mais à faire avancer quand même la réflexion par cet effet de partage. Donc l'ouverture internationale, ETIC est un réseau piloté par 10 labos de recherche en Europe, en Afrique et au Brésil. Nous espérons concrétiser d'autres contacts avec des laboratoires d'Amérique latine. Chaque année, des participants de nombreux pays concourent à la création scientifique
Et dès le début, cette idée de coopération internationale a été mise en œuvre. Ces rapprochements de cultures hétérogènes, de contextes pluriels, ne cherchent bien sûr aucunement à araser les différences, mais sont particulièrement productifs pour l'enrichissement de nos réflexions et de nos réalisations de recherche. L'esprit d'ouverture aussi est interdisciplinaire, comme je le disais tout à l'heure et comme cela a été dit. Nous avons des spécialités nombreuses, scientifiques, sciences de l'information et de la communication, psychologie, ergonomie des systèmes, sociologie, sciences de l'éducation, sciences juridiques, économie, gestion, et ça peut encore aller vers d'autres contrées scientifiques, bien entendu. Et puis, un dernier point concernant l'ouverture, la projection vers le futur. En fait, le sujet fait, évidemment, le numérique, quand on est projeté, évidemment, vers tout ce qui se fait de plus nouveau, de plus innovant. Et c'est d'autant plus difficile de réfléchir, justement, sur des choses qui sont en train de se créer, qui sont en train d'évoluer, et qu'on a du mal à saisir, puisqu'elles sont en évolution constante. Donc, quand même, on persiste et on se dit qu'on s'intéresse vraiment particulièrement à cette question des stratégies du changement, de l'évolution générée par les TIC, par le design de conception et de transmission de l'information. Et tout cela est au centre de nos travaux, de la communauté finalement que nous représentons. Donc la diapo suivante montre cette même idée, la diversité des thèmes dans différents contextes, dans différents champs disciplinaires, en fonction aussi des évolutions économiques et sociales, car c'est très important de garder un pied dans le réel. Quand on est dans les recherches universitaires, bien évidemment, il est très important de conceptualiser, de théoriser, de lancer des hypothèses, de proposer des concepts, mais sans jamais oublier qu'il y a des terrains, qu'il y a des réalités, qu'il y a des faits sociaux, économiques, dont on ne peut se dispenser on ne peut pas se dispenser de les prendre en compte, bien entendu. Ensuite, notre projet pour ce réseau, nous continuons vaillamment notre route grâce à l'aide de chacun et à la participation de chacun. C'est donc de continuer à miser fortement sur cette dimension humaine qui favorise la production scientifique, de développer les liens entre nos recherches et les préoccupations et activités concrètes, je viens de le dire, de notre société, de diffuser nos travaux le plus largement possible, en particulier en publiant les actes des conférences. Donc on doit nous annoncer de façon imminente la publication des actes de la dernière conférence qui s'est déroulée l'année dernière aux Canaries. Les actes sont toujours disponibles sur notre site ETIC, dont vous avez l'adresse évidemment et auquel vous pouvez vous référer pour trouver les informations dont vous auriez besoin. J'en termine sur l'association ETIC. On a créé l'association il y a maintenant 2 ans, car le réseau existe depuis 20 ans, et on s'est dit à un moment, il faudrait peut-être quand même donner une plus grande stabilité, une plus grande visibilité aux activités qui s'y déroulent, et c'est ainsi que on a pensé à créer cette association. Si les personnes ici présentes souhaitent y adhérer, vous pouvez nous en faire part et vous pouvez vous référer aussi au site de ETIC. Donc les champs d'action de l'association sont l'organisation de manifestations scientifiques, professionnelles et de formation, diffusion de travaux et d'informations utiles au développement de la réflexion interdisciplinaire sur le déploiement du numérique et le partage des pratiques fondées sur les usages des technologies numériques. Les valeurs centrales, on a évidemment un fort ancrage éthique, nous allons dire, par rapport aux activités que nous déroulons, et ce n'est pas sans effet, évidemment, sur le choix des thèmes, sur le choix des titres des différents colloques qui se déroulent. Donc on tient évidemment énormément à des valeurs éthiques comme la dignité humaine, le respect, l'égalité, le partage, l'esprit critique, la liberté, la tolérance, la fraternité, le savoir, la clairvoyance, le respect de l'environnement. Et tout ça, on dit, tout ça c'est très beau dans le meilleur des mondes. Redescendez un peu et regardez aussi tout ce qu'il y a de moche. Mais bon, on peut quand même garder l'œil fixé vers des idéaux
on peut toujours tendre vers ces idéaux et on y croit. Donc c'est complètement dans cette perspective que se situe cette conférence 2025 qui s'ouvre aujourd'hui et nous attendons beaucoup des échanges qui vont s'y dérouler. L'Afrique possède un patrimoine profondément ancré dans ses traditions, dans ses racines et en même temps elle est résolument tournée vers l'avenir. Le choix de Tunis et de cette université comme lieu de la conférence 2025 est particulièrement approprié pour développer au plan scientifique un sujet d'une grande actualité, celui qui a été choisi cette année. Ce qui nous importe avant tout, c'est d'accepter la confrontation, la différence, c'est de croiser nos points de vue. C'est cela qui nous semble porteur d'une richesse intellectuelle, d'une ouverture sur les autres, sur le monde et sur le futur. Que ce soit en Afrique, en Amérique ou en Europe, plusieurs laboratoires ont organisé ces conférences en partenariat avec le réseau ETIC. À chaque fois, nous avons fortement ressenti l'importance et le poids du facteur humain dans ces échanges qui n'en perdent pas pour autant leur objectif scientifique. Nous nous réjouissons que cette conférence réunisse autant de personnes d'horizons et de spécialités très diversifiées pour débattre de ces questions fondamentales. C'est grâce à tous ces participants, c'est grâce à vous que le réseau ETIC poursuit son aventure. J'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Que cette 20e conférence ETIC vous soit agréable, riche d'échanges et profitable à vos travaux. Merci beaucoup, Lise. Donc, maintenant, on va donner la parole à la Fondation. Vous êtes là? Oui. Vous nous entendez? D'accord, oui. À vous la parole. D'accord. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. J'aimerais, au nom de Danielle, mon épouse, et de l'ensemble des membres de la Fondation Anthony Maguenet, saluer tous les intervenants, personnalités et membres de ce congrès et en remercier les organisateurs pour leur investissement à concrétiser cet événement. Nous savons que c'est un gros travail. Et particulièrement Madame Yousra Cheguir, excusez-moi pour la prononciation, coordinatrice scientifique, ainsi que Madame Lise Viera et Julien Viera, que nous avons le plaisir de revoir. Je souhaiterais aussi remercier la direction audiovisuelle pour leur soutien technique. Plus que jamais, les interrogations concernant les relations entre les différentes expressions de ce que l'on nomme intelligence, les inclusions organisationnelles et sociétales, ainsi que la place de l'éthique deviennent primordiales par le partage des idées, des regards et des réflexions, et ceci sans oublier l'incontournable création de nouveaux droits qui y sont attachés. La Fondation Anthony Maguenet, dont l'esprit est de promouvoir des prises de conscience éthiques, se trouve en harmonie avec le thème de ce congrès, les questionnements et potentielles réponses qui peuvent en résulter. Je vais essayer de vous partager l'écran. Je ne sais pas si vous voyez. Oui? Vous voyez le diaporama? Non. Vous partagez peut-être. Là, vous le voyez? Oui, là maintenant, oui. Oui, c'est bon. D'accord. D'accord. Merci. Alors, en une dizaine de minutes, je vais vous présenter en quelques mots la Fondation Anthony Maguenet et l'homme qui en est à l'origine, et aussi vous parler brièvement d'éthique. Donc, Anthony Maguenet est né le 17 août 1974 à Bordeaux. Il aspirait participer à l'élaboration de plus humain et solidaire, dans lequel les valeurs éthiques et le mieux vivre prévalent sur les visions à court terme. Ingénieur en informatique, spécialisé en réseau et en cybersécurité, il était devenu le responsable de la sécurité technique des systèmes d'information pour l'ensemble du groupe Bouygues Construction au siège central de Challenger à Guyancourt dans les Yvelines. Au-delà de ses compétences, de son sens éthique et prospectif, il était reconnu de tous en ce sens, car il était particulièrement sensibilisé par les recherches et les innovations dans le domaine du numérique, ainsi que leur application et conséquences au sein de la société. Il transmettait de ce fait
le respect est la priorité donnée au sens humain pour la réussite de toute action, et ceci dans toutes les prises de décision, quelles qu'elles soient. Il est décédé malheureusement brutalement le 20 janvier 2015 à Montigny-le-Bretonneux d'une hémorragie cérébrale à son domicile, seul et sans assistance. Aussi, afin de prolonger ses idées et ses actions, la Fondation Anthony Minguenet a été créée en 2015 sous l'égide de la Fondation de France, qui est un gage de transparence, et elle bénéficie du soutien du Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine que nous remercions. La Fondation est à vocation universelle, c'est-à-dire indépendante de toute structure politique, religieuse ou philosophique, et elle est reconnue d'utilité publique. Son objet est de promouvoir une conscience éthique responsable, prospective, innovante et créatrice qui soit garante des valeurs humaines. Aussi, promouvoir les valeurs éthiques non seulement par les idées, mais aussi par l'action, ceci dans l'enseignement supérieur, la recherche et l'entrepreneuriat, pour sensibiliser aux grands défis actuels et surtout préserver les droits de l'homme et du vivant en général. La Fondation a noué en ce sens des partenariats avec les grandes écoles et les universités au niveau national et international, et elle s'adresse aux responsables actuels et futurs, et à toute personne désireuse d'agir avec l'espoir d'un monde meilleur, en sachant associer, ceci en toute intégrité, les notions de compétence, de conscience et de cœur, afin de construire l'unité d'un projet, d'une structure et surtout d'un être humain. Pour ce faire, la Fondation porte principalement sur 5 axes: le droit, le numérique, les écoles d'ingénieurs, les sciences humaines et sociales, le développement durable et transition énergétique. Ceci en soutenant des congrès, colloques et séminaires, mais aussi par la création et remise de prix récompensant des travaux et recherches d'excellence effectués dans le cadre d'actions innovantes, de valeurs éthiques, d'altruisme, de solidarité, notamment sur des sujets cruciaux de notre époque qui demandent un engagement responsable, comme à Sciences Po Paris, comme les universités du Québec, comme à Bordeaux avec la chaire internationale sur la santé au travail. Et aussi par la création d'enseignements à l'éthique dans les universités et grandes écoles. 3 sont créés à l'heure actuelle et sont validés au niveau européen. Pour plus d'informations, il est possible de consulter le site de la Fondation Anthony Minguenet. Il semble important, pour le bien de tous, de repenser ensemble nos regards sur le sens d'une société et de l'être humain, sur la conception du progrès et des nouvelles technologies, sur l'idée du travail et des organisations, sur la notion du bien-être et surtout nos façons d'agir et nos façons d'être. Alors pourquoi parler d'éthique ? Tout simplement parce que nous sommes dans un monde qui change et la place de l'homme change avec lui. À la croisée des chemins d'une société et d'une humanité en possible mutation, force est donc de constater que l'on assiste depuis quelques années à une amplification des questionnements en lien avec le numérique et les nouvelles expressions de l'intelligence artificielle, mais aussi un renouveau de la réflexion éthique qui, en tant que concept évolutif, devient un enjeu incontournable. L'expression contemporaine de l'éthique n'est donc plus une dimension philosophique uniquement, mais s'inscrit davantage dans une dynamique de vie en société, ceci, je l'ai déjà dit, dans et par l'action. Ainsi, pour la Fondation Anthony Minguenet, la conception de l'éthique est une prise de conscience essentielle, intégrant le sens et la finalité de l'humain pour s'orienter avec plus de compréhension, d'ouverture et de partage dans l'action et dans l'engagement responsable. Il s'agit donc d'une éthique appliquée et agissante qui oblige à se poser des questions. Et ceci, se poser des questions avant d'agir, pour agir avec responsabilité, respect de l'autre, sens humain et surtout sens de la justice. Ce qui nous oblige d'ailleurs à savoir anticiper les conséquences de nos décisions et analyser les biais cognitifs, les biais algorithmiques, intellectuels et relationnels, ceci pour agir avec bienveillance et toujours préserver la dignité. L'éthique, ainsi perçue,
est donc l'acquisition d'un état d'esprit non dogmatique, associant réflexion et action, et qui est le prélèvement d'une éthique de responsabilité, ce qui oblige à acquérir une vision prospective de nos actes et même aussi de nos absences de décision. Nous vivons une époque difficile, confrontés à de nombreux bouleversements dans nos façons de vivre, qui modifient aussi nos rapports sociaux et nous met face à de nouveaux défis. Alors, comment situer la notion d'intelligence? L'intelligence humaine, comme la façon multifactorielle de penser, de ressentir et d'interagir avec le monde actuel et à venir. L'intelligence artificielle, surtout pour les IA génératives, avec souvent la confusion entre la notion d'intelligence qui n'existe pas dans les IA et confusion avec des capacités extraordinaires et la rapidité des supracalculateurs. Aussi, sommes-nous sur la même ligne et les mêmes champs de conscience? Car si l'IA est devenue un domaine d'innovation essentiel dans tous les secteurs et nous offre des opportunités sans précédent, elle soulève aussi des préoccupations éthiques, sociales et politiques. Ces résultats montrent un lien significatif et positif avec la performance organisationnelle, notamment pour contribuer et même renforcer la compétitivité en entreprise et favoriser ainsi la croissance. Cependant, il est nécessaire de trouver un équilibre entre l'exploitation de son potentiel et la prise en compte de ses failles, de ses biais cognitifs ou émotionnels, de ses biais algorithmiques, accidentels ou même volontaires. Cette libération des prêts-à-penser, de nos biais cognitifs, qui sont source de formatage, cette libération nous offre la possibilité de garder notre esprit critique, avec une vision élargie et surtout en gardant un libre choix. En effet, il nous semble que l'absence de transparence et de la prise en compte des failles de l'intelligence artificielle pourrait engendrer indirectement un affaiblissement de la pensée humaine, et je l'ai déjà dit, de notre esprit critique. Ceci par de nouvelles habitudes et surtout par la croyance entre la fiabilité de l'IA. On confond souvent vérité et véracité, et il y a souvent une confusion dans les réponses de l'IA entre la notion de certitude et la probabilité de la réponse d'une requête. La transparence, la responsabilité, la confidentialité des données, la discrimination algorithmique, tout cela se doit d'être encadré par l'éthique. Car n'oublions pas que si l'IA existe, c'est bien par l'intelligence artificielle qu'elle est née. Et elle n'existe pour le moment qu'avec l'intelligence humaine. Je répète, pardon, je me suis trompé, oui. Elle n'existe que par l'intelligence humaine et elle a été créée par l'intelligence humaine. Mais nous sommes obligés de constater que notre intelligence humaine est souvent mise au repos. Veillons à ce qu'elle ne s'endorme pas. L'effort intellectuel, lui aussi, est nécessaire. Ce qui appelle aussi un éveil de nos consciences vers une formation, et on pourrait dire aussi une éducation pour tous aux nouvelles utilisations des intelligences artificielles. Ceci pour que l'intelligence artificielle reste une aide fiable et un outil de qualité au service de l'humain. Et surtout que l'intelligence humaine en reste le chef d'orchestre. Que faut-il penser de l'intégrité d'une réalité virtuelle dans nos modèles? Un exemple. En Albanie, en septembre 2025, il y a eu la nomination d'un avatar qui s'appelle Diela comme ministre chargé des marchés publics. Que penser des potentiels décryptages de nos pensées et émotions, ou bien d'une probable communication à prévoir avec notre conscience si le projet Neuralink est poussé à son extrême. Sans oublier la probable naissance d'une conscience artificielle ou d'une singularité dans les années à venir. Aussi, au sein de nos organisations et de nos sociétés, nous sommes tous responsables de notre avenir pour construire avec éthique un art du mieux vivre ensemble, une translation du savoir-faire
pour savoir agir et aussi savoir être. Et dans cette recherche de cohérence, pour défricher l'incertain, quel futur désirons-nous? Le transhumanisme? Le posthumanisme? Rester des hommes libres? Ou augmenter? Ou assister? Ou numériser? Ou tout simplement remplacer? Et pourquoi ne pas envisager que l'orchestration des intelligences nous mènerait aussi au passage d'Homo sapiens vers Homo ethicus? On peut toujours l'espérer. Serait-ce le chemin d'une nouvelle humanité en recherche d'un nouveau monde à inventer, avec plus de maturité et surtout plus de sagesse? L'IA est un merveilleux outil, mais jusqu'où irons-nous? L'exercice d'une nouvelle éthique de responsabilité appliquée et surtout prospective pourrait, qui sait, ouvrir et offrir de nouvelles routes vers de nouveaux horizons et de nouveaux territoires de conscience. Il ne s'agit plus d'une utopie ou d'une vue de l'esprit, mais d'une indispensable quête du sens de notre futur pour notre pérennité et peut-être aussi pour notre survie. Anthony Minguenet partageait ce regard et cette espérance, en gardant toujours à l'esprit que l'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'autre. Alors, au nom de tous les membres de la Fondation, je vous remercie pour votre attention et nous avons hâte d'écouter les autres interventions. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci à la Fondation Anthony Minguenet pour le soutien à ETIC. Et maintenant, je cède la parole à professeur Amer Sherif, président de l'université. Merci, Sir Amer, pour votre soutien et pour votre engagement également. Je sais qu'au milieu de toutes vos préoccupations, vous avez quand même tenu à être présent avec nous et à assurer l'ouverture de cette conférence. Merci. Merci Hamida, et c'est avec un vrai plaisir que je suis parmi vous. Donc, Sbakhir Neskol, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue. Donc, c'est un discours officiel d'ouverture d'une conférence internationale. Pour cela, je vais commencer par donc les officiels. Madame la présidente du réseau ETIC, monsieur le directeur de l'IPSI, c'est Sadaq, professeur Sadaq Hamami, madame la directrice du laboratoire MCT, Médias, Communication et Transition, monsieur le président de la Fondation Anthony Minguenet, je vois avec nous aussi madame la vice-présidente, madame Rimbo Derbel, la directrice du laboratoire interdisciplinaire de relations entreprises-universités, et ça vous montre un peu le contexte de cette conférence. Très honorables membres des comités scientifiques et d'organisation, distingués invités, très chers collègues évidemment, très chers chercheurs, doctorants, très chers étudiants, et on le répète, pas assez, mais tout ça est pour vous. Vous êtes notre première préoccupation. Mesdames et messieurs, très chers invités, donc comme je l'ai dit, c'est un immense plaisir, c'est une vraie fierté, une joie sincère que je suis parmi vous aujourd'hui pour vous souhaiter la bienvenue au sein de l'Université de la Manouba et justement dans cet amphi Carthage la modernité. Donc pour l'ouverture de cette 20e édition de la conférence internationale du réseau ETIC. Donc votre présence témoigne justement de la vitalité de notre communauté scientifique et de l'importance capitale du thème, comme ils l'ont si bien soulevé mes collègues juste avant, l'importance de ce thème qui est traité aujourd'hui, l'orchestration des intelligences avec un S et des dynamiques organisationnelles, qui est justement un sujet très pertinent. Parce que tout simplement, nous vivons dans un monde, et on le voit chaque jour, dans une constante et profonde mutation, où les défis qui sont sociétaux, technologiques, éthiques, sont d'une grande complexité et d'une complexité justement inédite. Au cours de ces transformations, l'intelligence artificielle
plus particulièrement générative, nous interpellent tous. Donc ces évolutions dépassent la seule dimension technologique. Elles touchent désormais les modes de gouvernance, les pratiques professionnelles, la communication et la formation. Comment faire pour nous tous? Comment on va faire pour faire justement coexister harmonieusement ces intelligences? L'intelligence humaine, qui est la création, qui constitue la création, l'intuition, l'intelligence collective, qui est la force motrice de nos organisations, et l'intelligence artificielle avec une puissance de calcul qui est de plus en plus grande, avec une vitesse de plus en plus étonnante, je dirais. Comment orchestrer tout ça dans une nouvelle symphonie des savoirs? Dans le domaine académique et universitaire, ces mutations nous interpellent directement. Elles nous obligent justement à réfléchir, à se poser, réfléchir sur la manière dont nous formons, comment nous dispensons le savoir, dont nous évaluons. Et ça, c'est une autre problématique. Et comment nous transmettons les connaissances et le savoir dans l'ère de l'intelligence, à l'ère de l'intelligence artificielle. Donc cette intelligence n'est plus justement un simple outil, mais plutôt on la considère comme étant une opportunité. Je l'ai dit hier à l'occasion de la journée d'information sur le Master Pro à l'IPSI. Et elle devient un acteur à part entière du processus de production et de diffusion de savoir. L'Université de la Manouba, puisque on est à l'université, je vais vous indiquer, vous donner quelques éléments sur notre université pour nous inviter aussi. L'Université de la Manouba, à travers ses structures, toutes ces structures pédagogiques et de recherche, administratives aussi, on s'inscrit pleinement dans cette réflexion. Nous avons fait le choix d'accompagner les transformations numériques, non pas comme de simples observateurs, mais comme des acteurs qui sont impliqués, qui sont concernés, qui sont engagés. Cela suppose d'articuler aussi bien nos recherches que nos formations et nos innovations dans cette même logique, qui est une logique d'adaptation et d'anticipation. Nous disposons d'atouts solides, je dirais. Notre communauté scientifique est engagée. Nous avons un écosystème de recherche et des laboratoires. Je vais peut-être vous surprendre, mais nous avons des laboratoires qui travaillent sur l'intelligence artificielle depuis déjà 20 ans à l'ENSI, à l'École nationale des sciences de l'informatique, qui relève de l'Université de la Manouba. Et pour information, l'ENSI est une école, si Sadaq tout à l'heure a mentionné l'IPSI, qui est pratiquement depuis 1967, l'ENSI, qui est l'école nationale qui forme des ingénieurs en informatique et qui a été créée en 1984. On a fêté son 40e anniversaire l'année dernière. Donc, nous avons un écosystème qui travaille là-dessus et nos laboratoires sont vraiment ouverts sur l'international. Nous avons pas mal de collaborations, plusieurs collaborations, et j'espère que de nouvelles collaborations seront nouées grâce à cette conférence, et une tradition d'interdisciplinarité, comme le montre que ce soit le symposium, que ce soit tout ce que nous faisons au niveau de l'université, et ça ne peut que faire croiser ces savoirs justement pour aller vers l'avant. L'Université de la Manouba a été créée en tant que structure dans l'année 2000, mais évidemment les institutions sont beaucoup plus anciennes. Nous avons 17 000 étudiants, 32 structures de recherche, c'est-à-dire laboratoires de recherche, 3 écoles doctorales, 16 institutions d'enseignement et de recherche, 1300 enseignants-chercheurs, et au sein de l'université, nous avons des pôles disciplinaires, et le pôle humanité, ou sciences humaines et sociales, il est composé par l'IPSI, donc l'Institut de presse et des sciences de l'information, mais aussi la faculté des lettres, des arts et des humanités de la Manouba, et l'ISD, l'Institut supérieur de documentation, ainsi qu'un centre de recherche qui est l'Institut supérieur de l'histoire de la Tunisie contemporaine. Donc, nous avons tout un écosystème dans les humanités, dans la communication, dans les sciences de l'information,
non, nous sommes très fiers et nous, évidemment, nous appuyons en tant qu'université ce pôle. Pour ce qui concerne les médias maintenant, et dans ce secteur qui est au cœur des travaux de votre conférence, l'IA, évidemment, elle ouvre de nouvelles perspectives. Et ça, vous le connaissez déjà, mais tout ce qui concerne l'automatisation des contenus, l'analyse prédictive et la personnalisation de l'information, mais évidemment, pas mal je dirais, de défis restent à soulever, comme ça a été déjà mentionné. Il y a des enjeux donc inédits liés à la fiabilité des sources, à la transparence des algorithmes et à la préservation de la responsabilité éditoriale. C'est pourquoi il est essentiel que ces questions soient discutées, soulevées, débattues dans un espace scientifique qui est comme le nôtre aujourd'hui. Donc vos travaux, vos débats, vos échanges durant ces 3 jours seront, à mon sens, d'une grande importance pour faire avancer la connaissance dans ce domaine crucial. L'Université de la Manouba, qui est fidèle à sa tradition d'excellence et d'ouverture sur la société, est vraiment honorée d'abriter cet événement. Et c'est pour cela que dès le premier jour que mon ami et collègue Hamid et Yousra, justement, on a fait des réunions et on a discuté de cette conférence. J'étais plus que preneur et l'Université de la Manouba ne peut qu'appuyer et soutenir cet événement. Donc il représente une plateforme exceptionnelle pour la confrontation de vos idées, le partage des résultats de recherche surtout, et la naissance de nouvelles collaborations fructueuses entre chercheurs confirmés et jeunes talents. Évidemment, je ne vais pas trop m'attarder, mais je voulais remercier tous ceux qui ont œuvré pour la réussite, pour l'organisation de notre conférence, et je vais citer quelques-uns. Tout d'abord, le laboratoire Médias, Communication et Transition, MCT, et sa directrice, professeure Hamid Albour. Directrice et pas responsable, je tiens à le mentionner. Je tiens aussi à saluer Madame Salwa Sharfi, qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais je rappelle que ce laboratoire est en fait le fruit ou la fusion de 3 unités de recherche historiquement qui ont travaillé à l'IPSI. Donc, merci à l'IPSI et à son directeur, professeur Sadaq Hamami, pour son engagement, son soutien, son habituel, je dirais, esprit critique, voilà, pour ne pas dire plus. Merci, c'est Sadaq. À l'association UTIC et à sa présidente, professeur Lise Vieira, aux membres du comité scientifique, évidemment, pour leur rigueur, et au comité d'organisation, qui ont vraiment œuvré sans relâche. Et particulièrement, je veux remercier Dr Yousra Zghir pour cette excellente coordination. Et je ne peux pas oublier le duel Soumaya et Soumaya, Soumaya Ouderni et Soumaya Berjab, qui sont là avec nous. Je vous remercie sincèrement. Je remercie aussi nos partenaires, la Fondation Anthony Manguené, et aussi le programme d'appui aux médias, le projet PAM2, qui ont soutenu cette conférence. Et enfin, à chacun d'entre vous, intervenants et participants, qui vous êtes l'âme de cette conférence. Je suis persuadé que la richesse des interventions et la qualité des échanges feront de cette manifestation un franc succès, et je suis certain que les discussions et débats seront audacieux et constructifs, je l'espère en tout cas. J'espère que cette conférence sera une amorce, une occasion pour nouer, comme je l'ai dit, de nouvelles collaborations, de nouveaux réseaux et évidemment, pourquoi pas, de nouveaux projets à l'international impliquant l'IPSI, l'université et tous les laboratoires qui sont impliqués, qui sont concernés par cette thématique. Donc, puisque, comme je l'ai dit, c'est un discours officiel qui m'a été demandé, je vais déclarer donc officiellement ouvert la 20e conférence internationale Éthique, Orchestration des intelligences dynamiques et organisationnelles. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente conférence. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et justement, puisque les travaux de la conférence sont ouverts, je cède la parole à Yousra Zghir,
pour présenter un peu les aspects scientifiques. Je rappelle que Mme Yousra Zghir et Professeur Zohra Gharbi sont les coordinatrices scientifiques de cette conférence et donc je lui cède la parole. Merci, ma chère Hamida. Alors, Sabah al-Khir, Neskol, bonjour tout le monde. Cher Monsieur Amr Sherif, président de l'Université de la Manouba, chère Madame Azza Frikha, vice-présidente de l'UMA, cher Monsieur Sadaq Hamemi, directeur donc, de l'IPSI, chère Madame Hamida Albour, directrice du laboratoire donc, de recherche, médias, communication, transition. Chère Madame Zohra Gharbi, chef de projet communication des organisations au sein du MCT, chère Madame Lise Vieira, présidente de l'association ETIC, cher président de la fondation Anthony Manguiné, chère Madame Rim Bouderbella, directrice donc, de laboratoire Ligue, chers collègues et chers étudiants. Nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir à l'IPSI la 20e édition de la conférence internationale ETIC. Permettez-moi avant toute chose d'exprimer ma gratitude la plus sincère au réseau ETIC et à son comité de pilotage pour la confiance qu'ils nous ont témoignée en choisissant Tunis et plus spécifiquement notre institution IPSI pour accueillir cette édition anniversaire. 20 ans d'existence. 20 conférences qui ont traversé les continents, de Bordeaux à Dakar, d'Athènes à Recife, de Bruxelles à Lisbonne. Et aujourd'hui, nous sommes invités à participer à l'écriture d'une nouvelle page de cette belle histoire, ici, sur la rive sud de la Méditerranée. Cette reconnaissance constitue pour notre laboratoire Médias, Communication et Transition et pour l'ensemble de notre communauté universitaire tunisienne un encouragement précieux à poursuivre nos efforts de recherche et de rayonnement scientifique international. Un thème qui nous touche tous. Nous voici réunis autour d'une question qui nous habite, nous interroge, nous bouscule parfois. Comment orchestrer les intelligences humaines et artificielles au sein de nos organisations contemporaines? Cette problématique, nous la vivons chaque jour. Oui, le numérique transforme nos vies, nos métiers, nos manières de penser et de créer. L'intelligence artificielle n'est plus une idée abstraite. Elle est parmi nous, non seulement dans nos écrans, dans nos smartphones, mais aussi dans nos salles de classe, dans nos rédactions, dans nos laboratoires. Certains disent qu'elle nous aide, qu'elle nous questionne, qu'elle nous accompagne. D'autres, en revanche, la considèrent comme un outil qui réduit l'intelligence humaine, qui manipule nos pensées et nos jugements. C'est pourquoi une interrogation émerge, à savoir quelle place restera-t-il à notre intelligence, à notre intuition, à notre créativité face à ces machines si performantes. Il y a quelques années, beaucoup redoutaient que la machine ne remplace l'humain. Aujourd'hui, nous commençons à percevoir une autre voie, plus riche et plus collaborative. Une voie où, comme le disait Douglas Engelbart, la technologie peut nous augmenter plutôt que nous remplacer. Orchestrer, c'est comme composer une symphonie. Chaque instrument a sa voix, son timbre, son rôle. L'enjeu n'est pas de jouer tous à l'unisson, mais de créer une harmonie où chacune de nos intelligences personnelles, collectives et artificielles apporte sa couleur et sa force. Nous ne sommes plus dans la confrontation, donc, mais dans la recherche d'un équilibre, d'une écologie, comme le disait Pierre Lévy, où chaque forme d'intelligence nourrit les autres. Pourquoi donc en parler aujourd'hui? Parce que nos organisations, nos universités, médias, entreprises ont plus que jamais besoin de cette complémentarité. Nous faisons face à des défis inédits, complexes,
qui exige de combiner nos forces, d'écouter nos différences, d'inventer de nouveaux dialogues. Mais comment faire pour que cette collaboration soit féconde? Comment associer les utilisateurs à la conception des outils? Et comment éviter les résistances au changement? Et quel garde-fou éthique imaginer? Autant de questions qui ne sont pas que théoriques, elles touchent nos vies, nos métiers, notre avenir. Et justement, la raison d'être de ce colloque, qui se veut une agora où les chercheurs, les experts, les professionnels confrontent leurs idées autour de 6 axes de réflexion centrés sur les questions suivantes. Comment penser la rencontre entre nos intelligences et celles des machines? Humains et machines, complices ou concurrents? Comment l'IA transforme-t-elle nos organisations? Comment garder une boussole éthique de cette aventure? Comment le numérique peut-il renforcer l'intelligence collective? Et concrètement, comment faire pour réussir cette collaboration? Ces axes ne sont pas des cases fermées, mais des portes ouvertes. Je vous invite à circuler librement entre elles, à croiser les regards, à inventer des passerelles. C'est souvent à la frontière des disciplines que les idées nouvelles gèrent. C'est effectivement un espace de rencontre et de confiance que nous offre Eutique à travers cette conférence. Que vous venez de la philosophie, du droit, de la sociologie, de la communication, de l'éducation, durant cette conférence, nous allons écouter, accompagner, enrichir vos échanges autour du thème central qui a donné lieu au titre de cette conférence, à savoir l'orchestration des intelligences et dynamiques organisationnelles. Merci à celles et ceux qui rendent cela possible. Je voudrais saluer chaleureusement nos 3 grands invités, professeur René Peitson, directeur honoraire du CREATIC, professeur Sadaq Hamemi, professeur de l'enseignement supérieur, membre du laboratoire MCT-IPSI-UMA, et professeur Serge Agustinelli, professeur de l'université libre de Bruxelles, qui vont nourrir nos débats. Merci au comité scientifique, dont les membres venus de plusieurs pays ont œuvré avec rigueur et bienveillance. Merci au comité de pilotage du réseau, donc Eutique, porté par l'énergie de Lise Vieira. Un merci tout particulier va à l'équipe locale de l'IPSI, à M. Sadaq Hamemi, directeur de l'IPSI, à Mme Hamid Elbour, directrice donc, du laboratoire, à Mme Zohra Al-Gharbi, chef de projet communication des organisations, et à tous les membres du comité d'organisation, et spécialement Mme Rajeh Dawes, professeure de l'enseignement supérieur, à Soumaya Waderni, à Soumaya Berjab, Mohamed Idrissi, Mohamed Khalid, donc Jlassi, et à tout le personnel administratif. Vous avez donné de votre temps, de votre cœur, pour que cet événement soit une fête de l'intelligence et de la rencontre. Merci à l'Université de la Manouba et à l'IPSI pour leur soutien institutionnel et logistique, sans lequel cette organisation aurait été impossible. Et enfin, merci à vous toutes et tous, participantes et participants, qui avez répondu à notre appel depuis les 4 coins du monde. Certains d'entre vous ont traversé des continents pour être ici. Votre présence, vos communications, vos questions, vos débats sont l'âme même de cette conférence. C'est votre engagement intellectuel et votre curiosité scientifique qui donnent vie à Eutique. Nous vous souhaitons des travaux enrichissants et des discussions stimulantes au cours de ce colloque. Et merci pour votre attention. Merci Yousra pour cette présentation du colloque. Et maintenant on arrive au terme de cette cérémonie d'ouverture et on va prendre une pause café, mais avant cela, je tiens à remercier également d'autres membres du comité d'organisation
qui ont assuré la logistique, qui ont assuré les visuels, qui ont assuré les rapports avec les médias, qui ont assuré également les différentes autres formes d'organisation. Je cite Zina Braïek, Souad Trabelsi, Nesrine, Wafé Tahri. Wafé aussi, hein, c'est un des piliers pour les rencontres et essentiellement les contacts avec les doctorants. Et également Mohamed Idrissi, bien évidemment, Walid Ben Mansour, et la liste est vraiment très longue. Farhat, n'est-ce pas, qui est là avec nous, Saïf et tous les membres du comité, Lamia également, que je ne la vois pas, Rito, les absents, mais donc tout le monde, vraiment un grand merci. Cet événement et aujourd'hui, si on est à l'ouverture, c'est grâce à vous tous. Et je vous invite à une pause café de un quart d'heure, puis on revient pour la conférence inaugurale. À tout à l'heure.